Bienvenue à ce nouveau conseil municipal, que vous avez tous passé de bonnes vacances, moi aussi en Corse, comme ça tout le monde le saura. On refait ce conseil ici parce que j'espère qu'on intégrera notre salle du conseil en dessous, mais bon, on l'a réaménagé et on va voir comment évolue la pandémie. Donc pour attaquer, je vais faire l'appel. Sylvain Barrier est excusé de ne pouvoir Emmanuel Salgado, Agnès Bossette, Oui. Christian Blachon, Oui. Anne-Sophie Bresse, Oui. Françoise Chalancan-Liotier, Oui. Bruno Dufort-Titre. Oui. Dominique Derieux est excusé de ne pouvoir Martine Ginet, Jacques Garcia, Martine Ginet, Présent. Philippe Ginet, Présent. Frédéric Largeron. Présent. Gwendoline Lehmann est excusée de ne pouvoir Bruno Dufort-Titre, Sylvie Marcoux. Joan Omy est excusé de ne pouvoir François Polner, Rémi Pangot, Présent. François Polner. Présent. Karine Perrault est excusée de ne pouvoir Frédéric Largeron, Pascal Poinat. Présent. Monique Reynaud est excusée de ne pouvoir Françoise Chalancan-Liotier. Jean-Yves Aucreux. Oui. Présent. Emmanuel Salgado présent. Julie Terraria. Julia Touillard. Bon, on a le quorum, on peut donc attaquer. Donc, qui veut s'atteler à la tâche de secrétaire de séance, s'il vous plaît? Françoise, merci Françoise. Donc, secrétaire qui établira le futur procès verbal. Sur le procès verbal du conseil municipal du 7 juillet, y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc on peut passer à son approbation. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Je vous remercie pour ce PV fait par Christian Blachon. Bon, je continue. Donc pour les décisions, la barrière de la Clare a été réparée pour la deuxième fois par 2 Mars Crépé, 585 €. Pendant l'été, panne de friteuse à la piscine, il a fallu la changer, 300 € chez Métro. Des jeux étaient installés au square du Poiluche par Challenger, 4168 €. L'école de sécurité, a priori enfin mis en sécurité, on a la commission de sécurité bientôt, Collard Tendu a fini ce qu'il fallait faire pour 5032 €. Le camping, dans nos bâtiments, il y avait 2 cabines de douche à changer, ce qui nous incombe malgré la DSP, donc je pourrais changer ça pour 3269,60 €. Et parce qu'après, il a fallu prendre une maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de la Vraie du Crozet chez Franck Bolleg Ingénierie, 4500 € hors taxe. Quelques explications sur les derniers, apparemment derniers travaux de sécurisation de l'école. Donc Je n'ai pas fait suivre le dossier, mais il y avait des prises. Il y avait des prises à changer de hauteur. Il y avait des endroits où c'est que ça n'avait pas été fait. Des prises à camoufler. Donc c'était vraiment du détail. Après, il faut que je regarde aussi. Il y avait peut-être aussi au niveau de l'internet, comme on avait changé de classe, des prises à rajouter. Mais je le retrouverai. Je l'ai pas amené. Tu l'as? je vais vous donner le détail de la facture. Il a modifié 2 armoires, il a changé des blocs autonomes, liaison et télécommande, il a repositionné effectivement des prises, obturé des prises, changé un point lumineux par détecteur, downlight, je ne sais pas ce que c'est, coffret de coupure, ventilation, déplacement d'un coffret, ligne d'arrêt d'urgence électrique, alors, ça incombe à la sécurité, avertissement porte d'entrée au SSI, système de secours incendie. Donc il y a quand même aussi pas mal de choses en liaison avec la commission qui va arriver. L'alimentation de secours, câble réseau 4 paires, bon c'est sur le réseau. Prise de communication pour un téléphone de sécurité. Et combiné d'urgence rouge. Modification, voilà. Donc, ouais, il y en avait, notamment sur les éclairages de sécurité, les plus gros points. Tout ce qui est appareillage. Les téléphones de secours qu'on n'aurait pas eu la commission de sécurité, voilà. Que tout soit prescrit, je ne sais plus, on a la PAV là-bas. Oui, AVP. AVP, pardon. Donc normalement on devrait passer la commission, sinon on engueulera Collard Tendu.
C'est bon? Donc le Creuset, alors une friche industrielle qui a été bien réhabilitée par l'entreprise Tréma, où je vous avais tous invité un jour, au moins invité pour voir l'état, parce que bon, après voir les locaux qu'il a bien réhabilité, qu'il a fini. Donc ça fait plusieurs temps que ça durait, donc j'étais sollicité fortement par cette entreprise qui emploie plus de 100 personnes. Donc au vu de l'état, il fallait refaire la voirie. Il n'y avait pas photo pour ceux qui l'ont vu, donc Franck Bolleg, qu'on a sollicité pour faire un estimatif des travaux et puis prendre en compte le marché d'appel d'offres qui a été lancé, qui nous donne un estimatif à 379 618 €. Donc il a fait une visite sur place où il y avait plusieurs entreprises. Il y en a une qui n'a pas répondu, donc elle n'est pas citée. Une autre qui s'est excusée, Moulin, parce qu'il ne pouvait pas respecter les délais qui étaient impartis sur le marché. Et donc Eurovia et Eiffage ont déposé une offre. Donc vous l'avez dans vos pièces, on voit qu'il y a un gros delta, puisque Eiffage a répondu à 444 383,30. Non, 437 635,82 après négociation, et Eurovia après négociation à 295 387,50. Gros delta expliqué aussi en partie par la mise en forme des matériaux et puis le stock que doit avoir l'entreprise Eurovia, ou la possibilité de produire notamment le caillou ou l'enrobé moins cher, parce que c'est les tonnages, si on regarde le descriptif, les plus importants de ce marché. Alors je suis désolé si j'impacte, c'est une décision fortement le budget communal, c'était pas prévu. Mais bon, est-ce qu'on pouvait continuer dans ce sens à laisser des gens rouler dans des trous puis de toute façon, c'est une voirie qui nous appartient, donc il nous incombe de la refaire. Et là, on sera tranquille pour 15-20 ans. Malheureusement, elle ne dessert qu'une entreprise. Je les avais sollicités pour qu'ils l'acquérissent, mais ils n'ont pas souhaité le faire. On n'aurait plus le souci. Donc on va le garder. Et donc au vu des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, je propose au conseil municipal de retenir l'entreprise Eurovia. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des voix contraires pour Eurovia? Des abstentions? Donc on le stipulera, puis on mettra notre responsable des services techniques quand même pour le suivi de chantier, en plus du bureau d'études, parce que un investissement de la sorte doit être fait correctement, et pas nous laisser ceux qui arriveront après dans la panade. Donc je vais un peu passer la parole, parce que je vais pas faire un monologue. Donc on avait regardé une politique de mise en place de l'aide. On l'avait attaqué par une partie de la route départementale, ensuite avec les terrains de tennis, et là on va continuer avec l'avenue Saint-Roch, et je passe la parole à Bruno pour qu'il vous explique avec plus de détails. Merci Manu, mais bon, des détails, je les en avais donné déjà pas mal la dernière fois, il y en a eu pas mal sur le DESI éclair. Donc on a continué la politique donc, de passage en LED sur la commune. On a passé la dernière fois en délibération la partie donc, du carrefour jusqu'à la fresque, plus après les cours de tennis. Et là, on a demandé une étude, un chiffrage pour la commande bébé, pour la rénovation en LED de la commande bébé. Alors la commande bébé, c'est la route. Ça part du bout de l'EHPAD et ça va jusqu'à l'entrée du lotissement des Adrets. Et ça inclut la montée du stade et l'impasse des Marronniers. Donc cette commande bébé est composée de 39 points lumineux. Donc 39 points lumineux, comme j'avais dit la dernière fois, à peu près environ, l'estimatif qui avait été donné, c'était 360 € par point lumineux, qui faisait un total de 14 000 et des brouettes, 14 400. Bon là, le syndicat d'électrification, charge à la commune est de 14 774,09.
Voilà. Alors pourquoi on a choisi plus cette commande bébé que d'autres? On avait alloué un budget sur l'année qui était environ de 35 000 euros pour la rénovation en LED, enfin de l'éclairage public. Donc la dernière fois, je crois qu'on avait passé environ 11 000 euros. Il y a eu après les cours de tennis qui étaient aux alentours de 5 000 euros. Donc là, 14 000 euros. On est dans l'enveloppe du budget qui avait été alloué en début d'année pour cet éclairage public. Il faut savoir, c'est que l'année prochaine, je vais mener une réflexion sur d'autres points, parce qu'on on est en train d'étudier, avec les factures à l'appui, les lieux qu'il faut passer en priorité. Il y a un gros point, c'est l'avenue du Bois, Laragne et Cailloux. Là, c'est vraiment c'est vraiment un gros secteur. Après, il y a les Adriens et Champs-Verts. Après, il y a la Bessonnière, Véron de la Combe, et après, il y a tout ce qui est gymnase et route du Prège. C'est à peu près dans l'ordre de sans compter le centre-bourg qui est là, c'est vraiment très important. Voilà ce que je peux dire sur ce point 6, l'éclairage public, rénovation en LED au bourg et la commande bébé. Est-ce qu'il y a des questions? Donc tout à l'heure justement, tu es venu à parler des budgets. Je voulais savoir un peu en lien directement avec ce projet-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de savoir où on en est au niveau du budget énergie par rapport à ce qui avait été budgétisé? Est-ce qu'on a fait un point par rapport aux factures d'électricité? Est-ce qu'on sait où on en est par rapport à la conso? Et voilà, et ce qui était prévu sur 2022. Pardon. Sur ce point, moi je regarde l'éclairage public. L'éclairage public, aujourd'hui, j'ai pas encore les factures de 2022, j'ai les 2021, donc ça sera facile. Dès que j'ai la somme des 2022, je ferai un récapitulatif et je saurai exactement ce qui a été consommé. Après, pour le reste, j'ai pas de plus que ça, j'ai pas plus de factures que ça, hein, pour le moment. Hein. Mais c'est un point sur lequel on va être vigilant. C'est un point sur lequel on a commencé à annoncer aux diverses associations, notamment qui utilisent les locaux, on va baisser un petit peu en chauffage, qu'on va baisser un petit peu en tout, quoi, que ce soit, bon, on parle d'électricité, mais parce que là c'est l'éclairage public qui concerne l'électricité, mais c'est idem pour le gaz, c'est idem pour tout, quoi. Donc quelque part, forcément, on va suivre un petit peu ce qu'il faut faire, quoi. Le cinéma, j'ai commencé à annoncer, qui était lors de la Assemblée générale, je leur ai dit que cette année, on va, au lieu que ce soit 20 ou 21 degrés, ça sera 19 degrés, on s'habillera un peu plus, quoi, finalement. Mais quand les gens sont prévenus, ils prennent l'équipement adéquat. Et ça sera idem pour les gymnases. Ouais, ok, mais enfin, je veux dire, nous, notre contrat en électricité, bon, là, j'imagine que vous l'avez pas sous la main, mais on connaît un peu les augmentations qu'on va subir ou qu'on a déjà subies ou. Apparemment, ce qui se trame, c'est du 30%. Donc même si on changeait tout, on gagnait en 50%, enfin, la commune gagnera de l'argent dans 10 ans, quoi. Sauf si ça continue d'augmenter comme ça, mais j'espère bien que ce qui se passe à l'est de l'Europe va se calmer. Ouais, parce que justement, parce que c'est vrai que sur ces contrats, enfin bon, j'imagine que vous avez dû vous y pencher un peu dessus. Le fameux bouclier tarifaire qui avait été, qui était possible pour les petites communes. Nous, on ne doit pas en faire partie, j'imagine. Donc j'imagine que le contrat va être rediscuté, ou alors vous le savez ou pas? Le problème, c'est que les communes qui l'avaient renégocié, ils auraient mieux fait de ne pas le faire parce que c'est encore pire par rapport au contrat qu'a la commune de Saint-Didier. Donc pour le moment, je pense qu'il faut surtout rien toucher. Et attendre de voir comment la configuration politique et économique au moins européenne se passe, mais bien évidemment que ce sera un marché à réfléchir. Parce que les économies, c'est une chose, et le contrat, c'en est une autre. Donc pour le moment, nous, on a un bon contrat par rapport à d'autres collectivités.
Il y a eu qu'il y en a. C'est comme le téléphone à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alice, tout le monde voulait partir de chez. Enfin, France Télécom, il n'y a plus rien, mais d'Orange. Ils ont pris Alice, ça coûtait bien moins cher, puis après, ils n'avaient plus de téléphone et il n'y avait pas de réparateur. Donc pour le moment, nous, on adhère à l'UGAP. On a des taux, bon, effectivement, qui augmentent, mais qui sont pas plus mauvais que chez d'autres concurrents. Et puis, je pense que le général de Gaulle, il doit se retourner dans sa tombe, lui qui avait tout nationalisé. Mais bon, la concurrence voulue par l'Europe a fait en sorte que. Mais oui, il faudra s'y attacher parce que c'est un gros marché. On va s'attacher aussi au bâtiment, au contrat de chaud. Et ce contrat, pour le moment, je pense que c'est pas le bon moment de le toucher. Mais oui, il faudra le regarder. Bon, je sais que si ça avait été un contrat indexé sur le prix du marché, ça aurait été très compliqué, parce que du coup, le prix du marché a énormément évolué. Mais bon, si c'est un contrat avec on va dire, un taux fixe, j'imagine, un taux fixe pendant X années, enfin peut-être 1, 2, 3 ans, j'en sais rien, ça dépend comment il a été signé. Voilà, donc c'était moi juste histoire d'alerter et de bien se méfier qu'on n'ait pas un budget électricité qui explose, quoi. Ben, de toute façon, on n'y comprend pas comme tout le monde. Et effectivement, il faut bien le regarder. Pourquoi pas suivre les offres commerciales des uns ou des autres, mais avec l'UGAP, normalement, on est placé dans des conditions plutôt protectrices. Souffle dans l'oreille. En parlant d'éclairage, je sais pas, bon, les périodes de festivités vont arriver. Du coup, il va y avoir les éclairages de Noël. Est-ce que la municipalité réfléchit à réfléchir à une extinction de ces éclairages la nuit ou pas? Donc, comme pour l'éclairage général, on a réfléchi sur une mise en place de LED, pratiquement exclusive. Donc après, enfin, c'est ce qu'on parlera tout à l'heure aussi d'environnement. Est-ce qu'il faut priver les gens de festivités? Je pense pas que ce soit là le plus gros point où on consomme. Donc déjà, si on met tout en LED sur les illuminations qu'on met, culturellement, c'est difficile de tout enlever aux gens. Alors il faudrait y arriver petit à petit. Hein. Il faudra enlever des déchets dans les poubelles, il faudra enlever plein de choses. Évidemment, un constant vers une société qui va faire qu'on va vivre différemment. Les illuminations, pour le moment, la position, c'est de mettre en place des LED de partout. Donc attendre qu'on soit tout en LED pour avoir une politique d'abaissement de consommation ou autre. On attend d'avoir tout remplacé pour... je veux dire, aujourd'hui, on pourrait très bien prendre des décisions d'éteindre nos rues. Pour les illuminations? Non. Non, mais on a déjà démontré ça, on ne va pas y revenir dessus. La dernière fois. Que d'éteindre, ça coûte plus cher et c'est plus énergivore que de mettre de la LED. Ouais. Donc, techniquement, la politique, là, elle est claire. Après, pour les illuminations, je pense qu'aussi, on pourrait demander à nos citoyens ce qu'ils en pensent. Parce que le conseil municipal, bien évidemment, qui représente les citoyens, mais on pourrait quand même faire un peu la tournée au moins du centre-bourg pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on enlève. Si on n'a pas l'avis de tous les citoyens, je trouve un peu cavalier qu'on le décide tout seul dans le conseil. Alors, on peut mener la réflexion, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, avec la nouvelle association de commerçants et plus quelques riverains, ça sera facile à faire, on leur en parlera. Mais c'est celle-là, à mon avis, c'est des économies à la marge sur l'extinction. À la limite, moi je veux bien réinviter le gars du CMF pour qu'il nous fasse la démonstration technique, parce que moi je suis pas électricien de formation, pourquoi pas. Parce que nous, il faut aussi, on n'est que des élus, donc sur plein de domaines, il faut suivre l'avis de techniciens ou d'ingénieurs ou de. Il nous démontre que l'abaissement, un fort abaissement nocturne, financièrement et techniquement et au niveau de l'énergie, c'est mieux que l'extinction. Donc après, je vais bien le réinviter pour qu'il nous le démontre. Alors, moi, cher Saint-Just, l'extinction se fait à 23h et dure jusqu'à 6h, normalement. Et maintenant, ça va être rallongé d'1 heure. Et apparemment, financièrement,
ça fait beaucoup d'économies financières. Voilà. Donc ça se trouve, à Saint-Just, c'est moins éclairé qu'à Côte-6. Ah, c'est complètement éteint la nuit, mais c'est pas grave, parce que bon, on prend son portable et puis on met la petite lampe de poche et puis on se démerde, quoi. Mais non, l'extinction est beaucoup restreinte depuis, bah, il réduit d'une heure, quoi. Ça va, au 1er octobre, ça va être officiel, mise en place, voilà. Bon, après, je sais pas quelles seront les économies qui seront réalisées, quel sera l'impact, mais bon, voilà. Il y aura 1 heure de gagné par jour, donc je multiplie par 365, je ne sais pas quelle est. Voilà. C'est pas bon, hein? Moi. Ah. Oui, simplement aussi au niveau. Merci. Simplement, au niveau incivilité, il faut quand même peut-être garder un peu d'éclairage parce que la nuit, vous savez comment ça se passe. Donc l'éclairage est quand même dissuasif, à mon avis. Voilà, j'ai interrogé plusieurs gendarmes par rapport à ça. Et effectivement, il n'y a, selon eux et selon les statistiques, aucune différence si c'est éteint ou si c'est allumé. Jean-Yves, la différence avec Saint-Just-Malmaux, c'est qu'ils sont pas en LED. Hein. Donc, nous, on va passer en LED. Donc, déjà, sur la commande bébé, on était à 3070 watts, enfin 3 kW en puissance totale des 39 points lumineux. On va passer à 1000, à 1500. Donc, déjà, on va diminuer par 2. Et après, avec un abaissement de 70% la nuit, ça sera 70% de 1000 et quelques watts, ça consomme rien, quoi. Voilà, c'est juste ce que je voulais apporter comme précision. Juste pour finaliser, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus pendant 107 ans, je voulais juste rappeler qu'il y a certainement, il y a une commission de développement durable. Je pense que ces sujets, au lieu de les aborder peut-être ici, ça serait bien de les aborder lors de la commission, quand elle se réunit. Donc je l'annoncerai en fin de conseil, elle va bientôt se réunir. Je pensais mettre une autre chose importante à l'ordre du jour sur les déchets, sur le compostage, mais comme je l'ai dit, on fera dans la commission ou au conseil, peu importe, hein, une intervention de CMEV ou de Bouygues Énergie prochainement. Comme ça au moins, ils nous mettront d'accord sur les données, sur les choses techniques, parce qu'à la limite, moi je préfère que ce soit un technicien électrique, parce que les gendarmes ont leur vision sécuritaire, mais ils n'ont pas tous en plus la même. Donc, je pense que le vrai rapport, ça sera le technicien. Bon, donc voilà ce que je vous propose. On peut faire le conseil dans le noir aussi. Hein. Si on passe à l'extrême à tout éteindre, ça provoque des accidents. Moi, j'ai des exemples d'accidents, de gens qui se sont cassés la figure en passant d'une zone éclairée à une zone dans le noir. Après, c'est comme le chauffage. À combien est-ce qu'il faut baisser? Est-ce qu'il faut couper le chauffage en plein hiver? Est-ce qu'à 3 degrés on est bien? Non, à 3 degrés on n'est pas bien. De la même manière, la luminosité, la baisser de 70%, on est peut-être dans ce qu'on essaie d'appeler l'éclairage raisonné. C'est-à-dire, entre les deux extrêmes, il y a peut-être un point de vue modéré qui consiste à envisager de laisser de la lumière la nuit. C'est quand même la civilisation, la lumière. Quand nos pays ont commencé à être civilisés, ils ont commencé à éclairer la nuit, il y a 15 siècles. Alors, certes, il y a des questions à se poser. Peut-être qu'on peut consommer moins en laissant allumer, mais si c'est pour un extrémisme de tout éteindre, il y a peut-être des endroits tout éteint tout autour du village, il y a la campagne qui est éteinte, les gens qui veulent profiter du noir, ils ont où aller quand même à Saint-Didier. Ça va consommer moins, on réduit de 70%. Alors on va quand même dans le bon sens. C'est quand même une action qui permet de garder la lumière, quelqu'un qui rentre en pleine nuit, il n'est pas forcé d'être dans un village tout éteint. Entre les deux, il y a peut-être une... Et peut-être... C'est juste en attendant qu'on ait des LED partout. On n'a pas dit qu'on n'était pas d'accord avec ça. On a juste dit en attendant d'avoir des LED partout. Je pense qu'il faut le discuter en conseil, enfin, dans une commission. Le sujet, c'est... Et en reparler après. La dernière commission, bon, on n'était pas nombreux. On avait parlé des armes de Saint-Roch et de l'éclairage, avec les données chiffrées.
Mais vu qu'il n'y a pas le technicien, il n'y était pas, donc à la limite, on le fera là, une prochaine, mais moi à la limite, ça me dérange pas que c'est une réunion de tout le conseil. Post-conseil ou en off après, c'est pas interdit, hein, pour qu'il y ait vraiment un débat avec des données cartésiennes, chiffrées et précises. Comme ça, au moins, je pense qu'il mettra tout le monde d'accord. Vas-y, bon, on me fait délibérer. Bon, après cette multitude de questions enrichissantes, je propose de délibérer. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Allez. Alors après, on va parler de la nouvelle organisation de la facturation de Norpo à l'école Françoise Dolto. Il s'avère que suite à nos logiciels, il y a quelques impayés en fin d'année. Agnès va nous expliquer tout ça. Non, alors c'est pas des impayés, c'est le contraire, c'est des trop perçus. Ah. Voilà. Alors pour deux raisons, soit les gens font un portefeuille, mettent de l'argent et le consomment pas, soit ils ont commandé des repas et l'enfant n'est pas venu parce qu'il était malade, des choses comme ça, où il y a eu déménagement. Donc cet argent, on n'a pas de souci pour le rendre, alors que uniquement les enfants qui sont en CM2 et qui partent de l'école, qui n'ont pas de petits frères ou petites sœurs. S'ils ont des petits frères ou des petites sœurs, les parents gardent le compte, donc l'argent en fin d'année est systématiquement laissé sur le compte pour les plus petits. C'est pour les enfants de CM2 ou des enfants qui quittent définitivement l'école pour un déménagement, une chose comme ça. Donc on n'a pas de souci pour le rendre. Par contre, il faut une délibération pour que on puisse faire le chèque par rapport au trésor public. Voilà. Cette année, ça doit concerner 3-4 familles pour une somme totale de 70 €, à peu près. Allez, pour ceux qui veulent des chiffres, ça concerne 3 familles, une à 53,60, une à 16, une à 6,40, donc 76. Et on a fourni quand même 11 982 repas, soit un total de 38 100,70 €, pour 8 877 en élémentaire et 3 105 en maternelle. Donc bon voilà, mais oui, comme tu dis, si on délibère pas, on ne peut pas rembourser. Ce que fait Pont Salomon aussi. Voilà, c'est uniquement pour les enfants les familles qui quittent l'école. Voilà. Donc y a-t-il des abstentions? Des voix contraires? Merci. Donc nous, on est dans une configuration où on a la chance d'avoir le collège qui nous fait les repas parce qu'on doit être les moins chers de la Haute-Loire presque. Là aussi, il n'y a pas que le coût de l'énergie qui va monter. Mais bon, tant mieux qu'on est dans cette config, mais pourvu que ça dure aussi. Donc avant de délibérer sur le prochain point, je vais vous proposer quelque chose. Alors après, si vous n'êtes pas d'accord, on fera différemment. Comme quand on a créé la CAO en début de mandat. On va créer une CRO pour la DSP du camping, c'est pour ça que ça s'appelle une CDSP. Mais je vous propose, si vous en êtes tous d'accord, de le voter à main levée, avec une répartition qui sera composée donc forcément du maire, plus de 3 membres, 2 membres de la majorité et 1 membre de l'opposition, comme on avait fait pour la CRO, plus 3 membres suppléants. Donc déjà, est-ce que tout le monde est d'accord pour le voter à main levée? Donc je vous remercie de votre confiance, ça évite de faire des papiers. Donc la DSP qui était en vigueur, qui a été décidée en conseil municipal préalablement à partir du 1er mars 2020 pour une durée de 3 ans arrive à échéance. Donc il faut recréer une CDSP donc, qui va forcément recréer un marché au centre de gestion et cette CDSP sera chargée d'analyser les offres qui arriveront pour une durée de 5 ans, puisque la volonté c'est que ça fasse tout le mandat et que ça se décide, si vous rajoutez 5 ans, vous savez tous calculer.
Donc, je vous propose, donc, alors, le maire est forcément par obligation, demande de M. Dufort et Mme Bresse, et y a-t-il une troisième personne qui veut venir? Et M. Largeron. Notez greffier, s'il vous plaît. Et pour les membres suppléants, je propose Pascal Pono, Julia Touillard et Madame la Présidente de la DMR. Donc pour cette CDSP, je répète, donc président Manu Salgado, membre titulaire Renaud Dufort, Anne-Sophie Bresse, Fred Largeron, membre suppléant Pascal Pono, Julia Touillard et Sylvie Marcoux. C'est bon pour tout le monde? Donc les choses ont été envoyées au centre de gestion, vous serez convoqués très prochainement pour analyser les offres et repartir sur une DSP de 5 ans. Doléance ou question, les horaires de réunion, merci de les mettre après 18h. Donc les dernières CAO, on les a fait à 8h du matin suite aux demandes de je sais plus qui. Les deux filles qui travaillent, non. Non, d'une alors. Donc si vous préférez le matin, on le fait le matin. Hein. 18h, c'est bien. Non, pas avant 18h. D'accord, ok. Avant 18h. DSP du soir, espoir. Donc alors, le point suivant. Attends, juste, je veux rapporter une petite... Vas-y. Juste apporter une petite précision. Donc aujourd'hui est paru sur la plateforme. Donc ça a été mis en ligne. Donc à partir d'aujourd'hui et le délai de réponse c'est le 14 octobre à 12h. Voilà. Donc la DSP, on est parti sur 5 ans. Globalement, on est reparti sur ce qui avait été fait. On l'a remis au bout du jour, les 2-3 articles qui ont différé par rapport à ce qui avait été fait. Sinon, globalement, c'est à peu près ce qui avait été fait à l'époque. Hein. Donc, sauf la durée où on a préféré partir sur 5 ans, parce que si Madame Fortet veut faire des investissements et des demandes de prêts, 3 ans, c'est trop faible. Et je pense qu'elle a prouvé que sur les 3 ans, elle méritait qu'on lui fasse confiance sur les 5 ans. Voilà. Je pourrais avoir un exemplaire du coup, l'exemplaire qui a été mis sur la plateforme. Ouais. Je la télécharge directement. Allez, ok. Bon, point suivant, on change totalement de sujet, on va se diriger sur le collège Roger Ruel. Donc je rappelle, un petit peu de rappel au PLU, la volonté politique de la commune de faire une coupure d'urbanisation après les dernières maisons et le collège Jeanne d'Arc jusqu'au plan d'eau pour que on se trouve sur un territoire où on fasse plus de l'équipement public, du sport ou du loisir. Et puis bon, le mélange sport, loisir, voire d'autres choses et habitation, au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait une coupure. Donc on a rencontré plusieurs fois les consorts Paulet, parce qu'ils sont propriétaires de beaucoup de terrains à Saint-Didier-en-Velay. Vous avez tous le plan, ce qui est le plus parlant, la 506, la 88, la 255, la 86, la 379 et la 65 CAE. Enfin, c'est des cousins, frères ou sœurs, mais c'est toujours des Paulets. Et dernière. Doucement, t'as dit la 88, la 86, la 255. Ouais. La 65, la 379 et la 85 et la 506 qui est entourée en rouge. On vient dernièrement d'acheter aux frères Kinsley la 63 et la 64. Donc la volonté, c'est pour la commune, après, moi je pense que c'est la volonté de beaucoup de communes d'avoir du foncier pour faire X ou Y projet. Après, quand on a le foncier, on fait bien ce qu'on veut. C'est travailler pour l'avenir. Donc la négociation, je vais vous expliquer la négociation qu'il y a eu avec les frères Paulet, donc un qui est très malin, qui travaille à la DDE, et qui a bien noté que la 506 était en zone AUS, donc une zone urbanisée dévolue à la réalisation d'aménagements touristiques, sportifs et de loisirs, donc pas de la zone agricole comme celle du dessous. Et il me dit, c'est le terrain de ma sœur, et donc c'était le même zonage que la caserne des pompiers, on l'a vendu 25 € à l'époque pour faire la caserne. Donc il me dit aujourd'hui ça vaut 30. Donc on s'est plutôt mis d'accord sur 27. Sachant que les autres parcelles qu'il y a dessous, les pré-accords sont de la moitié ou plus de la moitié en moins.
puisque sur le futur PLU, je vous informe, enfin, je vous rappelle qu'on a mis ces parcelles du dessous que je vous ai citées en zone service public. Donc il pourra que s'aménager des choses qui amènent, oui, ou du loisir, ou du sport, ou un aménagement de course d'orientation, ce que vous voulez. Donc si, dans la négociation, parce que c'est compliqué de négocier, surtout quand ils sont plusieurs, on n'arrivait pas à négocier la 506, on n'y arrivait pas sur celle du dessous. C'était un point de blocage, il fallait bien en démarrer par une. Donc l'accord porte sur 27 euros, ça fait 49 000 euros en tout, ça fait un peu de sous. Les autres coûteront bien moins cher sur le préaccord qui a été établi. Et puis je crois que c'est la volonté politique de la commune de Saint-Didier depuis le PLU de 2006, même beaucoup, puisqu'il y a pas mal d'emplacements réservés entre le bois du parcours de santé et le plan d'eau, quoi. Donc tout le monde a bien compris l'enjeu, depuis Régis Vidal même. Et en plus, sur la 506, merci Martine, il y a un emplacement réservé déjà. Donc il ne peut pas nous échapper, et on est tombé d'accord sur un tarif, parce que même si ça n'empêche pas la négociation, l'empêchement réservé, alors après on peut aller plus loin sur les mesures juridiques, mais je trouve que c'est une avancée avec ces personnes qui voulaient au début sur le PLU que leur terrain soit constructible. La réponse a été non, ferme et définitive, pour vraiment faire cette coupure. Et là, ça nous permet d'amorcer pour, je sais pas, quand on aura fini le PLU, porter une négo sur tout le reste pour que tout soit communal. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur l'état d'esprit, la volonté politique et comment se sont passées les négociations. C'est entier. Juste, du coup, si on comprend bien, on commence à négocier par cette parcelle pour ensuite, à la fin du PLU, pouvoir négocier les parcelles qui sont en dessous, parce que la volonté de la commune aujourd'hui, c'est d'acquérir l'ensemble de ce foncier sur le plan qu'on a. C'est ça. Moi, la question qu'on se pose, c'est en fait surtout quel projet. Parce qu'aujourd'hui, acquérir du foncier, c'est un fait, mais si on n'a pas une idée de là où on va et ce qu'on va y mettre dessus, l'idée politique du truc, c'est difficile aujourd'hui de dire, 45 000 euros, ok, mais derrière, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dessus, quoi. Alors, Julie, je crois que tu fais partie de la commission d'urbanisme, si ma mémoire est bonne. Donc, tu as connaissance de ce qui se profile sur ce terrain. On ne peut pas le dévoiler aujourd'hui parce que ça relèverait du délit d'initié, non, mais de dire précisément quel équipement on a l'intention de construire. Il faut attendre l'enquête publique pour ça, pour que ce soit vraiment affiché et clairement établi. Mais voilà, effectivement, c'est un secteur d'équipement public qu'on souhaite agrandir. Ouais, sur le PLU, la 506, un emplacement réservé pour faire du parking, qui manque cruellement pour... et l'autre, de toute façon, équipement sportif, par rapport au plan de mandat que je vous ai annoncé au dernier conseil, vous trouverez facilement la volonté qu'il y a sur ce terrain. Mais il y a d'autres emplacements réservés. Il y a le terrain qui est sous le gymnase aussi. Les terrains qui sont vers le parcours de santé. Donc là, comment dire, même s'il y a une volonté aujourd'hui, je pense que c'est un bien pour la commune. Plus tu as du foncier, plus tu peux faire des projets. Et puis amener une politique quand même de dissocier. Parce que quand on voit le lotissement de village qui s'est fait à une époque de la société, avec le bruit qui est sur l'espace de loisirs, les gens ont plutôt tendance à se plaindre qu'à être bien. Sauf l'hiver, forcément. Donc pas d'urbanisation d'habitation. Et oui, il faut répondre sur des équipements sportifs. Donc vous trouverez facilement la volonté qu'il y a. En plus, je pense que la zone par rapport au collège et aux associations qui viennent au gymnase, elle est vraiment adaptée à mettre tous ces emplacements. Je dis n'importe quoi sur de la course d'orientation, parce que mais ils demandent toujours de la place, les profs de gym. Les équipements sportifs, il nous en manque à Saint-Didier avec nos 1000 collégiens, et je ne dirais pas les autres scolaires, mais donc là, je pense que la vision de départ, de couper l'urbanisation et d'amener la commune à avoir des réserves foncières pour se structurer encore mieux pour nos associations et nos collèges, c'est une bonne vision, mais
On le saura que dans 30 ans, malheureusement. Voilà tout ce que je peux déballer. Les achats, les ventes, ça fait toujours. Enfin, ça peut amener des débats. Mais là, je pense que faut surtout retenir la volonté que Saint-Didier-en-Velay ait du foncier. Après, c'est sûr que les débats ils porteront sur qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi et qu'est-ce que ça amène. Mais si on n'a pas de terrain, on avait aussi la volonté de faire un lotissement sous la parcelle Bergeron. Les négociations ont échoué à mon grand regret pour faire rentrer de la taxe d'aménagement et de l'impôt foncier et puis développer la commune. Mais quand on n'a pas de foncier, on ne peut pas avoir de projet public. Donc forcément, on se porte sur des projets privés. Et là, on n'a pas la même mise et on n'est pas toujours en même de décider pour l'avenir de la commune. Donc moi, je préfère que tout soit communal. Ce qui n'empêchera pas le débat sur les choses qu'il y a à y faire. Juste une petite explication sur le plan, là. La parcelle 100, du coup, elle est qui est juste à la pointe. Privé. Donc sur tout Stenman aussi. Tout Stenman, qui est à gauche du collège, on a mis un emplacement d'équipement public. Un zonage, pardon. Bah, tout ce qui est entre le cinéma et le collège. Parce que là aussi, on a, par exemple, beaucoup de cars qui arrivent, peut-être aménager une... J'en sais rien, moi. Ce que je peux bien retenir, c'est que plus la commune... Alors, il y a des communes qui, après, pas loin de chez nous, ou même sur Firminy, qui disent on vend les bijoux de famille, mais déjà, si on n'a pas de foncier, on ne peut pas avoir de projet. Il faut bien le zoner, à mon avis, là-bas aussi, entre le cinéma et le collège, il faut que ça reste équipement public, pas faire des maisons, parce que sinon, on va faire un gymnase, une gare routière, je sais pas quoi, peu importe, tu vois. Donc, ça passe par le zonage, et après, l'achat, forcément, il arrive à des négos avec les propriétaires. Eux, le zonage, ils s'en foutent, ils veulent des sous. Ça influence sur la négo, mais terrain au café, on l'a acheté 2 €. Bon, ça vaut l'agricole, même moins, mais bon. Mais la volonté, déjà, là, voilà, si on arrive à tout acheter un jour ou l'autre, ben, ceux qui arrivent derrière, ils ont de quoi faire des projets, quoi. Si tu arrives, tu me dis. Si on y arrive, et si on n'y arrive pas. Ouais, si on n'y arrive pas, il y a plusieurs solutions. Si on met un emplacement réservé, on peut aller jusqu'à l'expropriation. Mais ça traîne en longueur, et ça prend des années, et on arrive en conflit. Mais là, on y arrive par le biais que je vous ai donné pour les consorts polés. À chaque jour suffit sa peine. On a vu, on sait que pour faire aussi des zones économiques, il faut les négocier avec les propriétaires. C'est pas toujours facile. Même sur le PLU, on a agrandi notre zone de Robert. Ça part du zonage, l'intention politique, puis la négo, puis le projet. Donc c'est pour ça que les choses prennent du temps. Donc je vous propose de délibérer pour l'achat de la BC56 route du Prège à Marie-Françoise Paulet, 1549 m² au prix de 27 € du mètre carré. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contraires? Donc je vous remercie, on le notifiera dans les jours à venir. Et on fera les formalités après, normalement, et donc on notifiera bien que les frais de notaire sont pris en charge pour moitié par l'acquéreur et pour moitié par le vendeur. Donc il faut prendre cette habitude. Dans ce sens, je pense que c'est assez logique et équitable. Donc on va toujours parler d'urbanisme, et je ne vais pas expliquer le dossier, par rapport à une découverte qu'a fait le petit Tardieu par rapport à l'achat de la maison de ses grands-parents. Donc on en découvre tous les jours sur la commune, on en a des vingtaines, des parcelles comme ça. Et donc, on va travailler sur une régularisation. Vas-y, Martine. Voilà, donc c'est encore un héritage du passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Donc, celle-ci, elle est apparue à l'occasion donc de la vente d'une maison à Quentin Tardieu et Léa Broussard. C'est une maison qui se trouve 14 avenue Véron de la Combe.
Et c'est vrai que quand on voit à quoi ça ressemble, on est loin de se douter qu'il y a 200 mètres carrés de la parcelle derrière le mur de clôture qui appartient à la commune. Donc on a besoin de régulariser ça. À l'époque, en 1966, elle a été construite cette maison. À l'époque, les élus avaient oralement donné l'autorisation d'user de la jouissance de ce terrain et de construire une clôture, mais il n'y avait rien d'écrit. On s'aperçoit à la même occasion que l'emprise du trottoir aussi qui est en vert là, sur le plan qui est annexé au rapport, ça n'a pas été versé non plus dans le domaine public, donc ça reste à régulariser. Et donc l'objet de la délibération ce soir, c'est de régulariser cette jouissance privative exclusive en cédant donc à l'euro symbolique la partie de la parcelle AZ 195 pour 199 mètres carrés, donc à Quentin Tardieu et Léa Broussard qui achètent cette maison. Alors je voulais juste dire aussi qu'il y a beaucoup d'anomalies de ce type-là sur la commune et qu'il y en a eu une très récemment pour une maison qui a été vendue par Madame Pigat, qui se trouve 20 rue des Roses, cette maison qui est au carrefour avec la route du Crouzet. Et là, c'était donc pareil, une jouissance privative exclusive sur du domaine public, mais départemental cette fois. Et là, le département a donc cédé aussi à l'euro symbolique la partie de la parcelle qui faisait partie du domaine public. Alors nous, à la différence du département, aujourd'hui, on laisse quand même à la charge des acquéreurs de cette maison les frais de géomètre et de notaire. Parce que le département, là, en l'occurrence, pour Madame Pigat, ils ont tout pris en charge. Donc voilà la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'on va régulariser. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des voix contraires? Des abstentions? Merci. Alors, merci pour le petit indieu. Je pense que des dossiers comme ça, il faut les travailler au fil de l'eau. On en aura d'autres ou pas, j'en sais rien. Je peux vous citer d'autres exemples pas loin du stade Saint-Roch où il y avait un projet de piste autour. Les parcelles sont toujours communales, mais bon... merci d'abord au conseil municipal parce que quand je me mets à la place de ces jeunes qui arrivent et qui font des découvertes à cause parce que leurs aînés ont fait des accords oraux, c'est bien de les mettre dans des bonnes conditions. Et le moment de la vente, bon après, il y aurait eu 1 hectare en zone constructive, on n'aurait peut-être pas fait ça. Merci bien. Et c'est vrai qu'on s'est un peu posé la question aussi, et en fait on a suivi l'exemple du département. Donc pour le prochain dossier, je vais faire un petit rappel à l'histoire, parce qu'en vieux français, Montméa, ça veut dire mont du milieu. Et si vous regardez bien, c'est le mont du milieu entre le mont Pouillet et le mont La Roche. C'est juste pour faire une petite introduction et un rappel à l'histoire locale. Enfin, ça, c'est la tradition orale qui me l'a expliqué. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. On a été saisi par Emmanuel Sebzik pour acquérir une bande de terrain, comme on l'a fait pour Joie ou Souvigné au Mans. Donc, je laisse Martine l'expliquer. Là, ça fait un lien tout trouvé avec ce qu'on vient de dire là pour les Tardieu, avenue Véron de la Combe. On va faire les choses comme il faut, réglementairement, pour éviter justement de laisser un héritage aux générations futures qui seront, si on n'avait pas fait ce qu'on fait ce soir, seraient amenées à régulariser des jouissances privatives exclusives. Parce que M. Sebzik, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais tout le monde sait au moins où se trouve Montméa. Devant sa maison, il a un délaissé de voirie, donc qui n'est pas traité en enrobé, qui s'est approprié plus ou moins parce qu'il a déposé des bacs à fleurs, des choses comme ça. Et lui, oui, il voulait qu'on s'arrange comme ça et qu'on lui rétrocède cette bande de terrain qui est minuscule, parce que 20 mètres carrés. Et donc, l'objet de la délibération ce soir, donc on voit sur le plan là qui est annexé au rapport que c'est une emprise très faible pour laquelle donc on a enclenché toute cette procédure de déclassement du domaine public. Alors c'est du délaissé de voirie, donc ça ne nécessite pas d'enquête publique. On a néanmoins fait une enquête technique avec ce qu'on appelle une déclaration d'intention de commencement de travaux pour savoir
si dessous il n'y avait pas des réseaux, s'il fallait pas mettre en place des servitudes de passage et tout ce qui s'ensuit. Et puis on a aussi consulté le service des domaines, puisque dès qu'on vend 1 mètre carré, dès le premier euro, en fait, on est tenu de les consulter. Ils nous ont donné une valeur vénale de 8,20 €. Mais on ne l'a pas suivi parce que, comme disait Manu, là, on a procédé à quelques régularisations depuis qu'on est élu. Et à chaque fois qu'on est dans une zone NH, le service des domaines nous donnait plutôt un prix à 12 €. Donc on s'est demandé pourquoi subitement, lui, c'était 8,20 €. Donc dans la délib, on va rester au tarif qu'on a l'habitude de pratiquer dans ces zones NH. Donc voilà, on va donc dans un premier temps déclasser, verser donc dans le domaine privé de la commune cette petite emprise de 20 mètres carrés et ensuite la rétrocéder à M. Sesvik. Là aussi, tout est à sa charge, les frais de géomètre et les frais d'acte chez le notaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des voix contraires? Des abstentions? Merci pour M. Sesvik. C'est dur à dire, Sesvik, mais bon. J'y arrive mieux aujourd'hui que quand j'étais enfant. Donc alors, le régime forestier, déjà, je rappelle juste en introduction que les communes ont obligation de mettre tous leurs biens publics, forêts ou biens de section qui sont considérés tels comme d'appliquer le régime forestier et de les soumettre à gestion de l'ONF. Donc c'est ce qui avait été fait un peu en tant que précurseur par le conseil municipal du 23 septembre 2015, puisque toutes les parcelles citées dans le projet de délib ont été soumises au régime forestier. Donc la communauté de communes, qui depuis 18 ans travaille sur le sujet de la zone de Bramer, on a rencontré plusieurs personnes, où les deux gros points, je pense que personne n'est opposé à la création d'économies, ça serait complètement illogique par rapport à l'avenir des collectivités de la vie, mais c'est plutôt sur le bois, sur les espèces et sur l'eau. Donc bon, de nombreuses études ont fait en sorte que quand même la communauté de communes agrandisse moins la zone qu'initialement prévue pour préserver notamment le milieu hydraulique. Je pense que le plus gros problème, oui, préoccupant, c'est le milieu hydraulique. Les espèces, on sait quand même, j'en ai eu beaucoup en Corse, dernièrement en vacances, elles arrivent bien à se déplacer. Mais là, pour donc le commissaire enquêteur et le préfet avaient rendu un rapport qui soumettait obligation de respecter les mesures compensatoires à la communauté de communes, tant au milieu hydraulique que sur les espèces, et par rapport aux espèces qui sont projetées d'être déboisées, on enlève 11 hectares, il faut reconquérir 43 hectares. Donc 3 communes avaient du terrain foncier pour faire ces mesures compensatoires, il n'y en avait pas 50, Saint-Victor, Saint-Didier et Saint-Just-Malmont. Donc il est fait aussi un travail sur les zones humides à repenser. Il y a des propriétaires privés qui ont été consultés pour que leurs parcelles qui se situent en zone humide ne soient pas du tout exploitées par les agriculteurs concernés. Parce que bon, le meilleur service qu'on peut rendre à une zone humide, c'est de la laisser tranquille, puisqu'elle joue un rôle d'éponge hydraulique. Comme nous, on en a une de l'autre côté, mais celle-ci, on a le syndicat intercommunal départemental les pages, qui s'appellent maintenant les pages, qui travaillent dessus pour faire un plan de gestion. Pour ce côté, donc, on doit délibérer pour soumettre au régime forestier des parcelles compensatoires, donc sur toutes celles qui vous sont énumérées, et que le conseil s'engage donc à mettre ça au régime forestier, pour que ces mesures compensatoires puissent s'appliquer pour le projet de la zone de Bramer conduit par la Comcom, et de signer les conventions avec la communauté de communes Loirsman. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à dire là-dessus. J'en ai suffisamment dit et reçu mardi, donc non. Mais voilà, nous on a émis un avis défavorable. Au conseil communautaire, j'ai voté contre.
nous étions 2. Du coup, maintenant, à chaque fois, là, en conseil municipal, qu'il y aura quelque chose sur la zone de Bramar, nous, on va s'abstenir sur toute la suite à donner au projet. Comme ça, tout le monde est averti en amont, et ce que j'avais à dire, je l'ai dit en conseil communautaire. Tu pourrais rajouter que je t'ai quand même invité à boire un verre de l'amitié à la fin du conseil. L'amitié, c'est quand même pas quelque chose qui est fleurissant là-bas, quand on nous parle comme ça. Effectivement. Donc on avait eu quand même un joli débat, j'en ai eu un tout à l'heure dans le couloir. Il est difficile, à mon avis, aujourd'hui, pour moi, en France. Il y a eu un projet, un coup, il y a des élus qui sont bons, d'autres qui ont des idées, d'autres qui viennent faire des suprazones, parce qu'on sait qu'on a besoin d'économie, de produire, etc. Et donc je pense que la configuration des communautés de communes, moi j'aurais préféré qu'on soit avec les marges du lait depuis le début, puisqu'on avait un axe 88 pour développer de la zone économique. Aujourd'hui, ce site fait qu'on va déforester, impacter à minima l'eau, mais il faudra être très vigilant à suivre les permis d'aménager qui va suivre. Je l'ai dit aussi que ça ramenait de la taxe foncière à la commune, voire un peu de taxe d'aménagement de moins en moins. Donc c'était... je pense que si ce projet avait été mis en place tout de suite aujourd'hui, il aurait peut-être moins évolué. Maintenant il a 18 ans, c'est comme le 88. C'est des choses, soit on les finit, soit on les finit pas, mais je pense pas que quand même aujourd'hui on fasse les mêmes bêtises qu'on a fait il y a 30 ans. Je comprends aussi votre position, vous êtes cohérent, donc ça me choque pas. On a aussi mené une enquête sur la communauté de communes, qui a un budget que je suis de près, qui n'est pas mirobolant. Pour créer de la zone économique, il y a peu de possibilités, il y en a un peu sur le haut de la Siauve, de Pont-Solomon, et un peu sur Saint-Didier, donc se reposera aussi la grosse question sur notre territoire, sur les crêtes qu'on a entre Saint-Sigolène et Saint-Didier, ou peut-être carrément fusionner les Comcom pour plus créer de zones, parce qu'on peut plus en créer, mais de toute façon, l'État, les urbanistes savent qu'aujourd'hui la consommation d'espace sera de plus en plus dure. Donc je me demande si le bon échelon pour créer de la zone, c'est les communautés de communes. Il faudrait peut-être avoir un échelon plus gros pour l'économie. Pour la gestion d'autres services, il vaut mieux être petit parce que c'est plus facile. Mais sur l'économie, il y a un gros challenge qui appartient pour moi aux élus nationaux à définir comment on doit travailler dans l'avenir. Au lieu de nous mettre de la taxe d'aménagement déguisée pour arriver au PLUI, on verra ça tout à l'heure, on ferait mieux d'y aller tout de suite, l'imposer. Et vraiment se poser la question où on met de l'habitat, comme on le voyait tout à l'heure, où on fait des interconnexions d'eau, parce qu'on veut faire de l'environnement, mais tout en mettant... pour moi, on n'est pas assez politiquement courageux. Donc après, on va, nous, avoir des débats, localement, mais on veut de l'économie, on veut de l'argent pour les collectivités, mais on faut respecter l'environnement, et donc il serait mieux de réfléchir en amont toutes les zones françaises, parce que la France a quand même encore des vignes, des prés, des agriculteurs, mais on sait qu'il va falloir restreindre la consommation d'espace. Donc moi, je pense que oui, le bon échelon pour réfléchir sur les zones économiques, nous, c'est un peu trop petit. Mais bon, de toute façon, le CODERS, dernièrement, a donné un avis favorable à la zone. Le PA va être déposé. Je pense qu'il faudra le suivre avec attention, notamment pour la protection d'une grosse source qui est à l'intérieur de toutes ces parcelles, parce que c'est... Et puis les mesures qui seront imposées, notamment sur la rétention d'eau, devraient être en adéquation avec la société actuelle. Donc c'est pour ça que voilà, on propose, donc je vais proposer qu'on suive l'avis de mardi de la communauté de communes sur le régime forestier de toutes les parcelles nommées et de signer les conventions avec les Comcom. Donc, y a-t-il des abstentions? Et au contraire. Et puis, on vous tiendra régulièrement au courant de l'avancée du dossier. Pour le moment, c'est couper les bois. Ensuite, je pense que de nombreuses personnes vont suivre le permis d'aménager. D'ailleurs, ça serait bien parce que je pense qu'on a toujours éludé cette question. On a suivi de près ce dossier depuis 18 ans. Maintenant, on y est les pieds dedans. Alors forcément, tous les avis se respectent.
Je m'étais déjà exprimé moi, la dernière fois, je ne vais pas continuer de parler, hein, mais il va falloir suivre ce permis d'aménager parce que même pour toutes les. Même si on n'aime pas l'urbanisme, on a toujours son mot à dire et des réflexions et des choses à comprendre. Parce qu'un permis d'aménager, il sera public de toute façon. Une fois qu'il sera autorisé. Une fois qu'il sera autorisé. Donc j'invite tout le monde à le suivre de près. Et niveau autorisation environnementale, le permis aussi. Et niveau autorisation environnementale. J'aime bien quand on me souffle ce que j'ai à dire, comme ça je dis pas de bêtises.